Une machine peut-elle nous juger? Ça a l'air tout droit sorti d'un film de science-fiction, et pourtant, c'est au cœur d'un des débats les plus importants de notre époque. Allez, on décortique ça ensemble. Imaginez juste un instant ce que serait l'idéal. Une justice parfaite. Un système complètement débarrassé de l'erreur humaine, des préjugés. Un système purement logique, parfaitement objectif. C'est ça, la grande promesse de l'IA dans le monde judiciaire. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que cette promesse est tenable? Est-ce que l'IA peut vraiment être cet arbitre impartial dont on rêve? C'est la question au cœur de notre analyse aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, penchons-nous sur cette fameuse promesse. Parce que, vous allez voir, la réalité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Pour bien saisir le problème, rien de tel qu'un cas concret. Prenons l'algorithme Compass. C'est un outil qui est utilisé dans pas mal de tribunaux américains. Son but, prédire la probabilité qu'un accusé récidive. Sur le papier, c'est un outil d'aide à la décision qui se veut totalement objectif. Sauf que, quand on gratte un peu la surface, ce que les enquêtes ont révélé est assez hallucinant. L'algorithme fait des erreurs, ok. Mais le truc, c'est qu'il ne se trompe pas de la même façon pour tout le monde. Il a tendance à classer à tort les prévenus noirs comme à haut risque, presque 2 fois plus souvent que les prévenus blancs, et à l'inverse, il classe les prévenus blancs comme à faible risque, à tort encore une fois, 2 fois plus souvent. Là, d'un coup, la belle promesse d'objectivité, elle vole en éclats. Donc on comprend bien que le problème, ce n'est pas la machine en elle-même, c'est ce qu'on lui a donné à manger. Mais alors comment un simple code informatique qui est censé être neutre peut-il finir par être biaisé? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une mathématicienne, Cathy O'Neill, qui a trouvé la formule parfaite pour ça. Elle appelle ces systèmes des armes de destruction mathématiques. Rien que ça. Et l'idée, c'est que sous leur vernis d'objectivité, ces outils peuvent en fait renforcer les inégalités qui existent déjà, les amplifier même. Et pour voir comment ce biais se propage, c'est très simple. Regardez Compass. Il a été entraîné sur les données d'un seul et unique comté en Floride. Le résultat, c'est que tous les biais historiques, toutes les spécificités locales de ce système judiciaire-là, se sont retrouvés exportés et appliqués dans des tribunaux partout aux États-Unis. Un petit problème local qui devient d'un coup un énorme problème national. Ok, mais alors, d'où est-ce qu'il sort ce biais, concrètement? Comment un préjugé arrive à s'infiltrer comme ça au cœur du code? C'est un peu comme si on cherchait un fantôme dans la machine. En fait, ce fameux fantôme, il a plusieurs visages. On peut identifier 3 sources principales de biais. D'abord, et c'est la plus évidente, les données d'entraînement. Si on nourrit une IA avec des décisions de justice passées qui sont déjà biaisées, elle va tout simplement apprendre et reproduire ces mêmes biais. Logique. Deuxième source, les équipes qui développent l'IA. Si ces équipes ne sont pas très diverses, elles peuvent avoir de vrais angles morts, des choses qu'elles ne voient pas, que ce soit culturelles ou sociales. Et enfin, il y a l'étiquetage des données. C'est souvent fait par des humains, des travailleurs du clic, qui classent les infos pour que la machine apprenne. Et bien sûr, sans même s'en rendre compte, ils y injectent leurs propres préjugés. Et ce qui est fou, c'est que ce problème n'est pas du tout nouveau, il ne date pas de l'IA, c'est un phénomène bien plus ancien. Il y a un exemple absolument génial pour comprendre ça qui vient du monde de la photo, c'est l'histoire de la carte Shirl. Alors, retour dans les années 40. Pour être sûr que les couleurs soient justes, Kodak utilisait une photo de référence. C'était la photo d'une employée blanche qu'on a surnommée Shirley. Du coup, toutes les pellicules photos étaient réglées, optimisées pour sa couleur de peau. Résultat, pendant des décennies, les peaux plus foncées sortaient très mal sur les photos. Et le plus drôle, c'est que Kodak a vraiment commencé à changer ça, non pas pour les gens, mais quand des entreprises se sont plaintes que leurs meubles en bois sombre ou leur chocolat n'avaient pas la bonne couleur sur les pubs. C'est seulement à ce moment-là qu'ils ont développé des cartes de référence multiraciales. Imaginez, un simple standard technique a imposé un biais pendant plus de 30 ans. Cette histoire de carte Shirley, elle nous ramène pile à notre sujet. C'est exactement ce que dit la juriste Ngozi Okidegbe. Quand les personnes les plus affectées par une technologie sont absentes au moment de sa création, il y a très peu de chances que cette technologie finisse par protéger leurs droits. Bon, maintenant qu'on a vu d'où viennent les biais, changeons un peu d'angle. Qu'en pensent les principaux intéressés? Les juges, eux, comment est-ce qu'ils voient arriver ces nouveaux outils? Eh bien, un sondage de 2023 est assez parlant. On a posé la question, est-ce que l'IA peut éliminer les biais dans la justice? La réponse est nette. 64% des juges, soit près des 2/3, ont répondu non. Le scepticisme est palpable. Ce phénomène, il a même un nom en psychologie. Ça s'appelle l'aversion à l'algorithme. C'est cette tendance qu'on a tous à ne plus faire confiance à une machine dès qu'on la surprend à faire une seule petite erreur. Même si, en parallèle, les humains en font beaucoup plus. On pardonne bien plus facilement une erreur humaine qu'une erreur de la machine. C'est comme ça. Et cette citation, tirée du même sondage, résume tout. Nous condamnons des gens, pas des machines. Chaque cas est différent. Pour de nombreux juges, voilà le cœur du problème. La justice, ce n'est pas juste appliquer des stats. Chaque cas est unique, chaque personne est différente.
Ce qu'il y a derrière ça, c'est aussi une crainte, assez légitime d'ailleurs, pour leur propre autonomie. Ce qu'ils défendent, c'est que l'élément humain, cette capacité à comprendre un contexte, à faire preuve de jugement, parfois même de pitié, eh bien c'est une part absolument essentielle de la justice. Et ça, une machine ne peut pas le remplacer. Alors face à tous ces défis, techniques d'un côté, humains de l'autre, la question n'est plus vraiment de savoir s'il faut utiliser l'IA. La vraie question, c'est comment on la construit pour qu'elle soit plus juste, plus éthique. Et là, il y a une distinction super importante à faire. C'est la différence entre une IA de type boîte noire, où les décisions sont totalement opaques, on ne sait pas comment ça marche, même les créateurs ne le savent pas toujours, et une IA boîte de verre, où tout le fonctionnement interne est transparent, auditable. C'est clair que la transparence, c'est la base de la confiance. Alors concrètement, comment on fait pour construire une IA plus éthique ? Il y a plusieurs pistes qui se dégagent. D'abord, bien sûr, exiger de la transparence. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi impliquer les communautés qui seront touchées par ces outils, et ce, dès le début. Il faut aussi une surveillance par des organismes indépendants. Et enfin, évidemment, il faut des lois claires pour encadrer tout ça. Il y a une idée qui circule, qui est assez concrète et facile à comprendre. Créer une sorte de note d'équité IA. Pensez au Nutri-Score qu'on a sur les aliments. Ce serait pareil, un label tout simple qui nous dirait en un coup d'œil si un algorithme a été sérieusement testé contre les biais ou pas. Au final, la question reste ouverte. Et si l'IA n'était pas la source du problème ? Si elle n'était qu'un miroir extrêmement puissant qui ne fait que nous renvoyer l'image de nos propres failles, de nos propres préjugés ? Le vrai défi, alors, il n'est pas seulement technique, il est profondément humain. La question devient, peut-on vraiment corriger le reflet si on ne commence pas par se corriger soi-même ?